Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire sur l'achat de son transport. Donc, surtout pour cette visio à destination des primo-importateurs et primo-exportateurs. Cet atelier est organisé en partenariat avec Bretagne Supply Chain, le Club Achat 35, que je remercie chaleureusement au passage. Et je remercie également Isabelle Péan-Météro de l'aéroport de Rennes et Caroline Gardette de la Croix-Sofrel pour leur soutien dans ce projet. Une autre personne à remercier, bien entendu, sont nos intervenants que je présenterai tout à l'heure. Cet atelier donc, est le second épisode d'une série dédiée à l'achat de transport. Le premier épisode a eu lieu le 18 février dernier et fut surtout animé par Bretagne Supply Chain et le Club Achat 35. C'est au tour maintenant du WTC Rennes-Bretagne de rentrer dans la danse. Nous nous focaliserons cette fois-ci sur le circonstanciel et sur les questions qu'il est essentiel de se poser afin de choisir son transport international. Nos intervenants vous proposeront à la fois des retours d'expérience, des bonnes pratiques et les éléments clés à prendre en compte lors de vos décisions d'achat de transport. Donc, petite parenthèse, pour information, qu'est-ce que le WTC? Qu'est-ce que Bretagne Supply Chain et qu'est-ce que le Club Achat 35? Alors, je vais commencer par le WTC et puis je passerai la parole ensuite à Elodie Le Provost pour BSC et à Magali Chenel pour le Club Achat 35. Donc le WTC, juste pour info, nous sommes une association basée au sein de la CCI Ille-et-Vilaine, d'une centaine de membres et partenaires du territoire brétilo-breton, et nous organisons régulièrement des webinaires sur des sujets internationaux. Nous avons aussi quelques expertises déclinées en clubs pays, l'Iran, le Québec-Canada, les USA, le Maroc et le Royaume-Uni. Mon rôle concrètement, c'est de créer un lieu d'émulation et d'échange et de faciliter les mises en relation entre entreprises souhaitant se développer à l'international. Le WTC, Rennes-Bretagne, nous faisons partie d'un réseau mondial appartenant à la World Trade Centers Association à New York. Nous avons à peu près 315 WTC à travers le monde dans 92 pays. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à revenir vers moi en fin de webinaire. Donc concrètement, ce que nous apportons, c'est de l'information, de l'échange, de l'émulation, de la mise en relation via le réseau WTC, mais pas que, également notre large réseau de partenaires, dont d'ailleurs BSC et le Club Achat 35 font partie. Et nous avons également des avantages, salles de réunion, bureaux à Rennes, en France, sur Paris, à l'étranger. Nous organisons des English Training Breakfast 2 fois par mois pour que vous puissiez pratiquer votre anglais, etc., etc. Donc, je vais laisser la parole à Elodie pour que Elodie nous présente en quelques mots Bretagne Supply Chain. Elodie, je te passe Merci la parole. Nicolas. Merci. Donc moi je suis Elodie Le Provost, je suis déléguée générale d'une association qui s'appelle donc Bretagne Supply Chain, qui fêtera ses 11 ans cet été. L'ambition de l'association, c'est de promouvoir et développer sur le territoire en Bretagne des supply chains durables. Supply chain durable, ça veut dire des chaînes logistiques qui sont économiquement performantes, mais qui sont aussi socialement et écologiquement responsables. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que des chaînes comme ça sont vitales pour la performance industrielle du territoire et elles sont aussi créatrices de valeur. On est vraiment sur un enjeu de création de richesse sur le territoire par le biais de la performance logistique et supply chain en général. Concrètement, comment on fait chez Bretagne Supply Chain? Eh ben, on a un réseau de 130 à 150 entreprises. Ça correspond à un réseau de 500 professionnels à l'échelle de la Bretagne et même un peu au-delà. Et on anime ce réseau-là avec une philosophie d'intelligence collective et de collaboratif, de groupe de travail ensemble. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Un peu comme Nicolas, de la mise en relation, des ateliers, des visites. On fait aussi des colloques et on organise, enfin on conçoit, on pilote, on porte des projets collaboratifs dédiés à la performance du territoire, donc avec des collectivités, sur des sujets très très variés. Et pour en savoir plus, Bretagne Supply Chain a un super site internet, bien référencé sur Google, n'hésitez pas. Merci Elodie. Et puis, je transférerai tes coordonnées avec le mail de remerciement. Je vais passer la parole à Magali qui va nous présenter le Club Achat 35. Bonjour à tous. Donc oui, Magali Chenel, je représente le Club Achat 35 ce matin. À la différence de WTC et BSC, nous, on a une dimension départementale. Donc on a 70 adhérents aujourd'hui au club et quelques-uns quand même qui sont au périmètre du département.
Donc on existe déjà depuis 30 ans, hein, depuis 1989, le siècle dernier. Et on a 3 grandes missions au sein du club. Donc, on est une association de loi 1901. La première, c'est d'informer et débattre sur la fonction achat-approvisionnement, sur ses évolutions et ses tendances. Mais c'est aussi de promouvoir en fait la fonction achat au sein des entreprises et auprès de nos étudiants pour avoir de nouvelles vocations voilà, dans les métiers d'acheteurs. Et enfin, et surtout, c'est partager, échanger entre pairs. Vraiment sur cette notion, si on peut résumer en fait le club, c'est deux mots, c'est partage et convivialité. Donc on organise tous les 2 mois à peu près des réunions sur des thématiques qu'on a préalablement choisies en début d'année lors de nos trajets. Voilà, donc c'est les sujets qui sont majoritaires, qui sont retenus pour les ateliers de l'année à suivre. Donc j'en profite du coup pour faire un petit coucou à nos adhérents hein, du club Achat35 qui sont 18 ce matin. Et je remercie vivement Nicolas et Dimitri pour la préparation et l'organisation de cet atelier qui va être extrêmement riche. Bravo à vous. Merci Magali, et puis merci également de te joindre à nous et puis de faire la promotion, effectivement, d'avoir fait la promotion de cet atelier auprès de tes membres, et merci Elodie également. Je vais simplement demander, tiens Steve, je vois que ta caméra est allumée, si tu pouvais éteindre ta caméra pour faciliter la bande passante. Merci Steve. Donc revenons à l'atelier. Nous aurons donc le plaisir aujourd'hui d'écouter les interventions et témoignages de Dimitri Kousmenko, Commercial Overseas de DB Schenker, qui nous fera une vue d'ensemble sur comment choisir son transporteur pour vos importations et vos exportations. On aura ensuite les témoignages d'Olivier Ernst, gérant de Yermad Beer, Linda Mency, créatrice et gérante de El Condor, et Sébastien Juel, fondateur de Backpack Spirit. Donc, juste un dernier rappel, ce webinaire est filmé, donc fermez vos micros et caméras si vous ne souhaitez pas être affiché par inadvertance. Et Isabelle et Magali, alors je ne sais pas si Isabelle a pu nous rejoindre, mais tâcheront de trier les questions que je vous invite à poser dans la fonction chat et les poseront au fur et à mesure de l'événement. Je sais qu'on a prévu des temps de questions, notamment dans la présentation de Dimitri. Donc encore une fois, n'hésitez pas à les poser. On pourra peut-être y répondre en live. Et puis, si nous n'avons pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à nous les envoyer et nous tâcherons d'y répondre par la suite par email. Dimitri, je te laisse le soin de partager ton écran et de commencer ta présentation. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation et donc de porter votre intérêt à ce webinaire. Je remercie à cette occasion aussi Magali et toute l'équipe de Club Achat35, Elodie Wen de l'équipe de Bretagne Supply Chain, Isabelle de l'aéroport de Rennes et toute l'équipe de l'aéroport de Rennes, l'équipe de World Trade Center et Nicolas et toute l'équipe de CCI d'Ille-et-Vilaine de me donner cette occasion de m'exprimer. Donc ça fait quelques années que je participe aux événements, aux webinaires et en présentiel aux événements de ces acteurs et clairement tous les événements sont pertinents et ô combien complémentaires. Donc je vous invite à continuer à participer à ces événements. Donc je remercie aussi les intervenants qui vont témoigner de leur vécu, de leur expérience, Linda, Olivier et Sébastien, juste après ma présentation. Donc, pour rappel, le temps est très limité de cette présentation. Donc je vous propose plutôt poser vos questions par écrit ou les poser juste après la présentation et on échangera par la suite. Donc, pour commencer, quel est le périmètre de cette intervention? Donc, je vais parler de transport international à une forte consonance overseas
Donc, qu'est-ce que c'est Overseas? C'est par opposition à Overland. Overseas, c'est transport maritime aérien. Et Overland, donc c'est tout ce qui est transport route, transport par barge, rail et quelques autres. Donc, la liste de sujets de base qu'on va essayer d'aborder ensemble, c'est ce qui concerne les exportateurs et importateurs, et surtout primo-importateurs et primo-exportateurs. Donc le but de cette intervention, c'est surtout provoquer une réflexion échangée par la suite, mais surtout faciliter l'entrée en matière dans le transport international et enrichir la qualité de demande et aussi des réponses de transport par la suite. Donc, je me présente rapidement. Je suis commercial overseas chez DB Schenker, transitaire connu et reconnu sur le marché de transport international. Donc, DB pour Deutsche Bahn, c'est le rail allemand, et donc Schenker, la branche logistique, transport international et national en France, route. Ensuite, pour me présenter, donc, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le transport international. J'ai travaillé d'abord en tant qu'expatrié en Afrique, plus de côté chargeur, donc côté client, où j'étais client des transporteurs, des transitaires, et ça m'a donné l'envie de travailler dans le transport et évoluer vraiment dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu plus de 6 ans dans le transport express. Et puis, à peu près 5 ans chez Schenker, donc avec une interruption. Donc, ça fait bientôt 3 ans que je suis chez Schenker. Et puis, une petite interruption, quelques années entre les deux. Donc, pourquoi cette présentation aussi clairement, il y a énormément d'interventions, surtout depuis le Covid, énormément d'interventions sur le transport international, le commerce international. Ça navigue entre historique, présentation géopolitique de transport, les règles, les critères clés pour acheter ou vendre son transport, mais rarement, ça donne approche pratico-pratique, comment aborder le sujet avec transporteur, quelles sont les bases, sans rentrer dans les discussions trop longues, ce que je peux comprendre de côté de clients. Souvent, on est pressé d'avoir les réponses et d'avoir surtout la prestation, le prix, les délais, tout ce qu'on cherche en consultant transporteur. Donc, Nicolas, si tu peux revenir, s'il te plaît, sur la page précédente, peut-être. Oui. Donc, clairement, le sous-titre de cette présentation, c'est plutôt quelques fondamentaux pour débuter. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc voici en 7 points ce que je vous propose à voir ensemble. Dimension internationale d'un achat ou d'une vente à l'international. Transport international, prix, délai, qualité, mais encore. Intégrer les transports internationaux dans votre stratégie quand d'export. Stratégie à l'import. Un aperçu des fondamentaux de transport. Quand il y a le départ, l'expédition et puis la synthèse de l'ensemble. On peut passer au suivant. Donc, achat en vente d'une marchandise et sa dimension internationale. Je me suis permis, j'ai cherché longtemps comment illustrer cette partie, entrer en matière, planter le décor. J'ai trouvé cette photo assez parlante où c'est tendu, beaucoup d'interrogations, et je notais
d'une manière sans l'ordre, des questions qui me montaient dans la tête pendant que j'étais de votre côté de la barrière, côté client. Donc, quelles sont vraiment les règles du jeu? Est-ce que je peux faire confiance? Quels sont les risques? Et puis, ça paraît secondaire, mais on parle quelle langue? Quand on est sur le terrain, sur place, qu'on vend sa marchandise ou qu'on achète la marchandise auprès de ses fournisseurs. Est-ce que c'est votre anglais ou anglais de votre interlocuteur qui souvent loin des standards de British English ou American English, pas simple. Et puis en plus il faut s'occuper des transports, donc pas évident. Je voulais aussi, pour illustrer cette page et cette étape, cette entrée en matière, parler d'un exemple qu'un client a partagé avec moi de sa négociation en Chine. Il achetait une quantité importante, donc production et achat de produits finis en Chine. Il se déplaçait en Chine étant convaincu qu'il va baisser le prix d'achat, négocier les conditions à son avantage parce qu'il augmentait sa commande, c'était commande qui était dans la durée. Et un rendez-vous, la fin du rendez-vous était pas catastrophique, mais c'était très éprouvant parce que le fournisseur chinois, il a répondu tout simplement d'entrée que non, il ne va pas baisser son prix, plutôt les augmenter. Parce que non seulement il n'a rien demandé, mais il va devoir embaucher du monde, peut-être agrandir ses locaux, ses moyens de production, acheter d'autres machines, investir dans le personnel, plus tout ce qui augmente, les charges qui augmentent avec augmentation des effectifs, etc. Donc, et pourtant, pour le client français, c'était assez clair. Il avait tous les avantages à réussir et acheter beaucoup moins cher, et c'était évident. Et c'est pas du tout la même approche, la même logique de l'autre côté. Donc évidemment, c'est un exemple assez poussé, achat en Chine, mais pas si banal que ça. Et peut-être à la vente export, c'est plus simple, moins contraignant, et encore, quoique. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Nicolas. Donc, transport international, prix, délai, qualité, mais encore. Donc, souvent, transport, c'est quoi? Ça paraît assez simple. C'est transport de point 1 vers point B, ligne droite. En tout cas, ça paraît comme ça. Comment on approche, on achète en transport? C'est simple, ça paraît simple aussi. Délai, qualité, coût. J'ai trouvé sur Internet assez, un exemple assez amusant, Fast, Cheap, Good. Le monde merveilleux, malheureusement, qui n'existe pas. Et d'expérience, souvent, comme j'ai indiqué sur le slide, souvent, ça commence et ça s'arrête au niveau de prix. Des exemples à foison où les clients, par exemple, demandent souvent aux transporteurs est-ce que vous pouvez donner le prix par téléphone, là, tout de suite, maintenant? Est-ce que c'est urgent? C'est urgent aussi, donc on a besoin tout de suite. Et finalement, c'est urgent à avoir le prix, mais finalement, c'est pas très urgent. En tout cas, en réalité, pour le transport, délai, c'est souvent soit c'est important, sans importance, soit c'est très urgent, donc vraiment des extrêmes. Et quand c'est urgent, souvent c'est pour avoir un tarif, un prix. Et puis, surtout, je me suis dit, prix-délai, c'est souvent même, nous les transporteurs, on pêche par ça, on voit directement au prix, bam, le prix, voilà, ça coûte ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Souvent, que ce soit le transporteur ou le client, on commence à discuter la qualité, ce qu'il y a derrière la demande et derrière le prix.
bien après une cotation offre de prix, voire pendant le transport, et encore, c'est encore pire quand ça tourne mal ou si telle ou telle envie ou volonté de client ou destinataire n'a pas été respectée. Donc, le but à évoluer, à discuter par la suite, c'est parler de qualité. Qu'est-ce qu'on entend par qualité? C'est tout en monde. Donc, sur le slide suivant, intégrer le transport international dans votre stratégie de vente grand export. Donc, grand export parce qu'on peut aussi exporter vers les pays limitrophes, les pays européens. Par grand export, j'entends surtout transport overseas, mais ça peut être aussi la Turquie, la Suisse ou Islande ou Norvège qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc, transport international à l'export, je suis presque un exportateur. Donc, l'export, ça commence souvent par préparation assez poussée des documents et s'informer sur les démarches auprès des organismes comme Bretagne Supply Chain, Club Achat, WTC, Rennes et d'autres organismes et acteurs CCI qui accompagnent les entreprises bretonnes pour préparer ses exportations et relations avec ses clients. Donc, avant tout, les documents et informations obligatoires. Numéro EORI, Economic Operator Registration and Identification. C'est obligatoire pour une entreprise française à l'export. Facture commerciale, bien entendu. Donc, qui doit être numérotée, datée. Il représente valeur comptable et juridique et couvre le transfert de fonds. Liste de colisage. Documents justificatifs de coûts de transport, donc vos échanges avec le prestataire en transport. Certificat d'origine, originaux obligatoirement, et d'autres certificats, par exemple phytosanitaires. Donc, je ne rentre pas dans les détails parce que la présentation est assez limitée en temps, et puis il y a des informations à foison sur Internet, et surtout, je vous propose aussi de vous adresser aux acteurs économiques que je viens de citer, qui vous donneront vraiment les détails sur ces documents et ces informations. Ce qui peut être utile, c'est documentation technique concernant votre marchandise. Et c'est très important, maîtriser les incoterms. C'est souvent concernant la preuve fiscale de votre vente hors taxe à l'export. Enfin, une information importante, facture pro forma, sachez qu'il n'a pas de valeur comptable, que le prix sur la facture pro forma n'est qu'indicatif. Et en gros, il est prévu pour les échanges sans, entre guillemets, ce qu'on dit, sans valeur en douane, valeur commerciale. Donc, valeur juridique uniquement sur la description de la marchandise et surtout, la douane peut refuser et exiger un document, facture ou autre, permettant d'établir la valeur réelle des biens que vous expédiez. Donc, attention à l'utilisation de factures pro forma. Que vendez-vous et quel est votre marché? Donc, c'est question basique, vaste. Quel est votre marché? Périmètre géographique, la branche, le positionnement sur le marché. Donc, le marché, c'est quoi? C'est l'offre et la demande. L'offre, vous et vos concurrents. La demande, vos clients existants, vos clients potentiels. La marchandise, très important, connaître sa nature et ses caractéristiques. Est-ce que c'est la marchandise qui contient la matière dangereuse, des piles, des batteries, mais pas que. Si vous expédiez par exemple les moteurs, les cuves contenant le carburant ou l'huile, ça peut être usagé ou à neuf, mais qui tournait pour faire un essai, par exemple. À tort, souvent, on considère que, par exemple, quand c'est évidangé, c'est neutre, rien, ça ne représente pas de danger. Mais, par exemple, les vapeurs peuvent représenter encore plus de danger que, par exemple, les restes de l'essence, de carburant là-dedans. Donc,
Pour répondre à toutes ces questions et les détails, il faut consulter un spécialiste et souvent, c'est les transporteurs qui ont une personne dédiée à ces questions, comme par exemple chez DB Schenker, qui peut dire ça peut embarquer en maritime, ça peut embarquer en aérien, ça, il faut respecter telles conditions, etc., fournir tel document. Donc, primordial. Nature de marchandise et ses caractéristiques. La valeur de la marchandise, très important aussi pour estimer la valeur en douane, mais pas que. Par exemple, pour un transporteur, si la valeur est très faible de la marchandise, quel transport on va choisir? Si le transport s'approche, voire l'équivalent ou dépasse la valeur de la marchandise, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de le faire? En tout cas, on peut se poser cette question. Si la destination, le pays à destination bénéficie des accords préférentiels avec l'Union européenne, vous pouvez faire bénéficier votre destinataire des avantages à l'arrivée, donc en termes de paiement de droits et taxes à destination qui peuvent être réduites, voire pour certaines marchandises et dans le cadre de certains accords annulés. Donc très important aussi. L'enjeu, la valeur globale, je dirais, qui dépasse la valeur commerciale, le prix de vente. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est un client, nouveau client qui va rentrer dans votre top 3 et vous donner une solution transport qui est certes peut-être pas très élevée, coûte pas trop cher, mais représente plusieurs escales et risque de blocage de marchandises quelque part pendant des escales dans un pays que vous ne connaissez pas forcément et vous n'êtes pas prêt pour ça, c'est judicieux de se poser cette question et le partager toujours avec votre prestataire de transport. Pourquoi vous et votre marchandise? Souvent, donc, quand on discute de prix avec les clients, on demande le prix le plus bas, mais quand je pose la question inverse, pourquoi vous et pourquoi votre marchandise? Pourquoi vos clients achètent votre marchandise? Il y a énormément d'arguments parce qu'on a une équipe formidable d'experts, parce que nous avons les matières de qualité, parce que l'assemblage est de qualité, on donne des garanties très longues qui permettent aux clients de bénéficier sans itération, sans changement de nos machines, de nos installations, etc. Parce qu'on propose maintenance et déplacement de nos experts. Donc, tout ça, ça compte énormément aussi. Cette information que je vous invite à partager avec vos transporteurs, ça nous donne une idée ce qu'on transporte, de l'enjeu toujours pour vous et la meilleure offre qu'on peut vous proposer. Quel est le pays d'origine de votre marchandise? J'ai eu déjà des cas où on me demandait d'établir un UR1 pour des marchandises. Donc UR1, document qu'on utilise pour avoir dans le cadre des échanges avec les pays qui bénéficient d'un accord préférentiel avec l'Union européenne, où on demandait ER1 pour les marchandises qui n'étaient pas d'origine de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ER1 ou d'autres documents ou utiliser ce régime préférentiel. Donc voilà, quelques questions à se poser avant de commencer demander une cotation, une demande d'offre de transport. Connaissez-vous vraiment votre client et son pays? Donc, pourquoi ce pays? C'est pas anodin de se poser cette question. Il y a énormément de pays, mais réellement, quel est l'enjeu pour vous? Pourquoi vous avez ciblé ce pays? Est-ce que ce pays est partiellement ou totalement sous embargo ou sous des sanctions internationales de l'Union européenne, des Nations Unies, des États-Unis, de blocs de certains pays?
C'est important de le savoir et savoir si finalement vous pouvez faire une exportation ou pas. Vous pouvez consulter la liste de ces pays sur le site des douanes françaises, par exemple, ou regarder sur Internet. Bénéficie-t-il le pays vers lequel vous souhaitez exporter d'un accord préférentiel avec l'Union européenne? Je dis sur le slide précédent, vous pouvez faire bénéficier votre destinataire de certains avantages. Ça ne va pas vous empêcher d'expédier votre marchandise si vous ne faites pas ces démarches-là. En revanche, ça devient presque une démarche commerciale, un argument de vente pour vous. Donc, c'est aussi une possibilité de vous démarquer face à la concurrence, par exemple, d'autres pays. Est-ce que votre destinataire, est-ce que c'est la vente de B2B ou B2C? C'est la vente B2C, surtout en overseas, pose souvent des problèmes pour des raisons de droits et taxes. Quand la marchandise arrive à destination, les particuliers, généralement, ils pensent, c'est la dernière chose à quoi ils pensent, de payer les droits et taxes à l'arrivée, aussi bien à destination ou quand vous faites de l'import. Donc, c'est très compliqué et ces droits et taxes doivent être payés auprès des douanes. Donc, s'ils ne sont pas payés, la douane à destination se retourne contre le transporteur qui va se retourner vers le client. Donc, ça va être en cascade. Pour éviter ces problèmes, se poser la question bien à l'avance. Envoi ponctuel ou des commandes régulières. Comme je dis précédemment, est-ce que quel est l'enjeu? Est-ce que c'est un client destinataire quelconque, vous faites une expédition et on n'en parle plus, ou vous pensez envoyer régulièrement, donc il faut soigner la prestation, il faut voir, il faut discuter de plans de transport, des conditions de chargement, de déchargement à l'arrivée, parce que ça va se reproduire et pourquoi pas commencer dans les meilleures conditions et les reproduire par la suite. Donc, un nouveau client important, donc ça rejoint ce que je viens de dire. Quel est son cœur de métier? Est-ce que c'est un client final? Est-ce que c'est un négociant? Est-ce que c'est un importateur? Tout ça, ça peut aussi jouer dans le choix de prestations, dans les délais, dans l'organisation, dans la prestation à l'arrivée que votre transporteur peut vous proposer ou proposer à votre destinataire. Quel est le choix des produits similaires, produits concurrents à votre destinataire, votre client sur place? C'est pas anodin non plus de se poser la question. Généralement, quand le client étranger achète une marchandise, il compare souvent avec la marchandise disponible sur son marché et le prix sur son marché. Donc, quand vous faites une proposition de transport, forcément, il va la payer cette prestation. Donc, il compare au moins jusqu'à port ou aéroport d'arrivée, plus la valeur de vente, avec ce qu'il peut acheter sur son marché. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Quel est l'écart? Quelle est la qualité de cette prestation et de la marchandise qu'il peut potentiellement acheter auprès de vous? Donc, c'est aussi une question pertinente à vous poser et à partager par la suite avec votre prestataire de transport. Quel est le lieu de livraison? Ça peut paraître simple, mon client, mais est-ce que votre client est équipé, par exemple, de quais de chargement? Est-ce que c'est plutôt en chantier, perdu quelque part, où il envisage de se faire livrer et il ne vous parle pas et vous n'êtes même pas au courant, mais que le transport et la livraison pour ce type de prestation ne sera pas du tout le même que livraison dans une zone industrielle avec les prestataires quais de chargement qui ont l'habitude de manutentionner, décharger la marchandise. Est-ce que le lieu de livraison, c'est un autre lieu que votre client? Par exemple, dans le cas d'un négociant en importateur où il vous demande de livrer directement le client final.
Quelle est votre promesse client, enfin? Clairement, est-ce que c'est tout de suite à la commande ou il faut d'abord produire la marchandise et la livrer? Sous combien de temps vous envisagez livrer cette marchandise? Avec quel incoterm? Quelles conditions? Donc, une question primordiale. Pourquoi je l'ai mis à la fin? Liste non exhaustive, mais je pense que l'essentiel est là. Intégrer le transport international dans votre stratégie import. Donc, on reprend la partie export, donc avec quelques points déjà abordés. En plus de ça, je vous ajoute le mandat de représentation en douane avec votre transitaire, donc indispensable. On ne peut rien faire, aucune importation, sans ce document signé au préalable. Très utile, autorisation douanière d'autoliquidation de TVA. Donc, j'ai un exemple en tête où un client qui commercialisait les marchandises de sport, une dizaine, quinzaine d'importations par an, maritime et aérien. En mettant en place autoliquidation de TVA, il a amélioré sa trésorerie. Donc clairement, c'est l'argent qui sort un mois de sa trésorerie, amélioré d'une quarantaine, cinquantaine de milliers d'euros par an. Donc c'est non négligeable et je vous conseille vivement de mettre en place ce dispositif. Un autre dispositif de ce type, mais un petit peu plus contraignant, c'est exonération de franchise de TVA, donc appelé AI2. Donc, si vous avez besoin des détails, des informations, vous pouvez me contacter ou contacter votre prestataire pour avoir plus de détails et des démarches à suivre. Avoir un compte ouvert et opérationnel à confirmer avec votre transitaire aussi, donc primordial. Ô combien il y a des cas où on est contacté pour une importation et le compte n'est pas ouvert et il manque des documents à préparer, alors que souvent à l'import, le temps vraiment compte au moins à la semaine, voire les jours qui comptent. Donc c'est très important de préparer ces documents à l'avance. On passe à l'étape suivante. Import en quelques points clés. Donc c'est pour aujourd'hui, pour demain ou pour hier. Donc comme je viens de dire, j'ai eu énormément de cas et encore récemment où soit le client nous contacte en urgence parce qu'il y a retard de production, parce que ce n'était pas prévu et il faut rapidement organiser le transport de marchandises. Donc, Covid oblige, mais ces cas existaient déjà avant parce que le fournisseur a pris du retard dans la production, parce que il a eu la période au moment où la marchandise devait embarquer, c'était trop compliqué. La veille, par exemple, de Nouvel An chinois à l'import de Chine, des fêtes annuelles importantes aux États-Unis, etc. Donc, la question se posait et l'aborder avec votre prestataire de transport. Quel transporteur, ou plutôt quel transporteur avec un S à la fin, clairement, selon l'Incoterm, et on va revenir plus tard dans les détails sur les Incoterms, selon l'Incoterm, vous allez avoir, quand je parle de transporteur, c'est pour le transport principal, mais aussi le transport à l'arrivée. Selon l'Incoterm, vous pouvez avoir un seul prestataire en transport, le vôtre, ou au moins deux prestataires qui s'enchaînent et où les frais entre les deux peuvent s'accumuler sans que vous les découvriez au tout dernier moment. Donc, à anticiper, à discuter, à partager le choix d'Incoterm et comment l'opération va se dérouler avec votre prestataire de transport.
Conformité aux normes CE pour des jouets, des machines, des équipements électriques et d'autres produits similaires. Donc, ça arrive encore, c'est pas non plus fréquent, mais ça arrive où des clients nous contactent en disant comment faire, ma marchandise est bloquée en douane, je peux pas la dédouaner ou la commercialiser parce qu'il n'est pas homologué aux normes CE. Donc ça, c'est clairement à ne pas faire et vraiment avoir l'homologation et surtout rapport de test en laboratoire en France ou au moins les tests européens, mais je vous conseille plutôt passer par les laboratoires en France pour importer sereinement votre marchandise. Parce que vous pouvez être sûr, il sera contrôlé, peut-être pas à l'import précisément au moment de l'importation, mais a posteriori aussi. Donc, très important d'anticiper ce moment-là et le préparer. Licence d'exploitation des marques protégées, vérifier les mesures de protection commerciale, anti-dumping, quotas, autorisation de mise sur le marché. L'exemple, les panneaux photovoltaïques, à une certaine époque, je ne saurais pas vous dire si c'est toujours d'actualité ou pas, à vérifier, mais où la Chine subventionnait largement, l'État chinois subventionnait la production des photovoltaïques et les prix, l'écart des prix entre les prix revient en France et en Europe et en Chine était énorme, donc il y avait des mesures anti-dumping à l'arrivée. Donc vérifier non seulement pour la France, mais aussi pour l'ensemble des pays européens, parce que vous importez sur le marché européen. Voilà quelques points importants. La liste n'est non exhaustive, mais je pense les principales questions, les principaux points sont là. Étape suivante, c'est transport overseas, un aperçu des fondamentaux. Donc c'est un petit peu une partie pris et un défi un peu d'équilibriste pour aborder ça parce que le sujet est vaste. Donc, je vous laisse découvrir ce que j'ai mis comme point clé. Donc, les incoterms. En 4 points, c'est quoi les incoterms? Donc, ça arrive encore où j'entends bon, et vous, c'est quoi le transport? C'est quoi les incoterms? Donc, encore une fois, pour rappel, les incoterms, ce sont les termes de commerce, les règles de commerce international. Ce ne sont pas les termes de transport, mais le transporteur applique ces règles dans le cadre de transport, qui est dans le cadre plus large. En gros, les incoterms, c'est le croisement du juridique, de la finance et du commerce international. Et au milieu, une petite partie, mais partie importante, c'est le transport international. Donc, on applique ces règles, mais c'est vous, en gros, l'incoterme que vous nous donnez, c'est l'incoterme que vous avez convenu, c'est suite de l'accord entre le vendeur et l'acheteur. Un transporteur peut vous conseiller, la banque qui finance vos activités peut vous conseiller. Les deux, je vous conseille contacter les deux pour choisir votre incoterme, mais c'est vous qui donnez l'ordre et vous proposez l'incoterme à la fin. Des pièges à éviter, donc on entend souvent les incoterms ne sont pas obligatoires, ou utiliser une version customisée, Xworks chargée, CFR déchargé, etc. Donc, ou possibilité, ce qui est vrai, d'ailleurs, ça existe, les incoterms ne sont pas obligatoires, mais à moins d'être expert en commerce international, avoir un carnet d'adresses auprès des tribunaux, des juristes, comme ça, honnêtement, je vous déconseille de utiliser les incoterms dans votre achat ou vente à l'international. Utilisez une version customisée non plus. Ce sont bien des règles en cas de problème, de casse, de perte. La première chose qu'on regarde, c'est les règles de transport, les règles de commerce international, les incoterms. Et
ce sont des règles. S'ils correspondent ni à FCA, ni à FOB, ni à CPT, bah, ils rentrent dans aucune case, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'Incoterm utilisé. Utiliser une version précédente, tout à fait, personne n'est obligé officiellement d'utiliser les règles, les Incoterms ICC 2020. Vous pouvez utiliser théoriquement les règles ICC 2000, 2010. En revanche, c'est obligatoire de préciser quel Incoterm vous utilisez, quelle version. Et pareil, je vous conseille vivement d'utiliser la dernière version. Pourquoi? Parce que c'est la douane, par exemple, donner que cet exemple-là, la douane française, toutes les douanes du monde utilisent les dernières versions. Et c'est là-dessus, notamment, valeur en douane qui va être calculée. Donc autant ne pas créer des obstacles supplémentaires. C'est une partie prix, je le dis. Je vous déconseille d'utiliser Xworks et DDP à éviter, sauf des cas spécifiques et surtout pour des primo-exportateurs et primo-importateurs. Donc, on peut échanger par la suite sur les détails. À privilégier à l'export, je conseille CPT. Pourquoi? Parce que ça vous permet aller assez loin dans la démarche. C'est assez commerçant comme choix de vente, parce que vous amenez la marchandise jusqu'au port, aéroport de votre destinataire. Donc, c'est comment dire, c'est vous permettez, vous donnez le prix de transport jusqu'à son pays et il découvre le prix de votre marchandise avec les frais de transport, donc l'ensemble, ce qui lui permet de comparer avec les produits disponibles directement sur le marché. Au niveau de gestion de risques, les risques s'arrêtent à la remise au premier transporteur, donc dans votre pays de départ. Donc, les risques vont voyager, la marchandise va voyager au risque de votre destinataire. Donc, par la suite, s'il y a un problème, c'est lui qui va devoir gérer ces problèmes, mais avec votre aide. Mais en tout cas, la marchandise va voyager au risque de destinataire. L'Incoterm à privilégier à l'import, je vous dirais, selon le pays, soit c'est FCA terminal aéroportuaire ou portuaire, ou FOB, notamment FOB aéroport ou FOB port. C'est, comme je mets plus bas, il y a au moins deux contradictions, direz-vous. Donc la première, donc, c'est concernant FOB. C'est un sacrilège pour les puristes, et je comprends. Utiliser FOB pour la marchandise, par exemple, conteneurisée ou pour le transport aérien. En revanche, au départ de certains pays, par exemple, ne citer que l'Asie ou la Chine, c'est toujours en vigueur. C'est très compliqué à acheter FCA ou FCA terminal, par exemple, aéroportuaire. Et c'était dit dans plusieurs webinaires, par exemple, organisés par BCI, Bretagne Commerce International, récemment. Pour simple raison que les fournisseurs chinois ou asiatiques ne veulent pas utiliser autre chose que le FOB. Ce sont les gens plutôt pragmatiques, c'est pas une simple envie ou une lobby, c'est que, en partie, une explication, c'est que ils récupèrent leur TVA et autres taxes à l'export à la sortie de port ou aéroport. C'est un peu comme tax refund, si je puis dire, pour les voyageurs quand on prend l'avion, par exemple, pour la marchandise achetée dans le pays qu'on ne réside pas, on peut récupérer le TVA en quittant le pays. C'est pareil, en vendant sa marchandise FOB, les fournisseurs asiatiques récupèrent leurs taxes par la suite. D'où utilisation très très fréquente de FOB port ou aéroport, qui ne sont pas
forcément fait dans les règles strictes d'Incoterm ICC 2020, mais il y a toujours les règles et leur application. On revient à ça. Et puis, une autre contradiction, comment faire si à l'export, je vous conseille plutôt vendre CPT et à l'import FOB? Eh bien, je dirais c'est contradictoire, oui ou non. Je donnerai cet exemple. En fait, c'est une zone grise, c'est négociation, d'où l'illustration sur un des premiers slides avec James sur la photo et les questions qui se posent. C'est une négociation, donc c'est les risques, les avantages, les inconvénients. Et pour illustrer cette zone grise, cette zone tendue de tension, je donnerai cet exemple. C'est comme quand vous donnez, vous prêtez l'argent à votre connaissance, votre copain. Quand vous prêtez, par exemple, 20 €, vous faites votre BA et c'est plutôt restituer, vous rendre l'argent. 20 €, c'est plutôt l'enjeu, le problème, entre guillemets, de votre connaissance. Si vous prêtez à votre connaissance 1 000 €, vous voyez, c'est tout de suite, on change de registre et clairement, c'est plutôt votre problème. Votre copain, je ne doute pas de sa bonne foi, il va vous restituer 1 000 €. Mais je pense, vous êtes d'accord, c'est que donner 1 000 € à quelqu'un, ça devient tout de suite votre problème. Donc, les Incoterms, c'est quelque chose de ce type. Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce qui part? Qu'est-ce que vous achetez? Quels sont les risques? Le transport principal, est-ce que la marchandise voyage à vos risques? Au risque de votre client, de votre fournisseur, et quels sont les enjeux financiers et tous les enjeux qu'on a abordés précédemment. Donc, c'est une question cruciale, les Incoterms. Donc, abordez absolument cette question, le choix d'Incoterms avec votre prestataire en transport. Sur le slide suivant, je vous donne un aperçu très rapide, quoi et comment, donc le choix de transport. Vous voyez, on aborde la question de transport, le mode de transport vraiment plus vers la fin. Donc, encore une fois, je vous conseille vraiment aller étape par étape, ne pas tout de suite dire aérien, maritime, etc. Transport aérien, les principales caractéristiques, donc c'est surtout pour la marchandise à forte valeur. Donc, je précise, environ 3% de volume global du commerce international, 47% de la valeur, donc des équilibres énormes. Le poids, disons, à partir de 85 kg, c'est l'exemple pour un voie transitaire. Expressistes vont transporter vos colis. La hauteur, je vous conseille, s'il s'agit des palettes, ne dépassez pas 150 cm parce qu'il s'agit surtout des hauteurs des avions passagers où beaucoup de fret est transporté. Donc, essayez de respecter ça. Taxation en fret aérien, donc c'est toujours application de ratio poids-volume. 1 mètre cube égale 167 kg. Donc, dans l'exemple que je donne, 450 kg, 3 mètres cubes, qu'on multiplie par 167 et on obtient 501 kg. Donc, quelque part, si vous avez la marchandise plus volumineuse que lourde, il faut absolument envisager ce calcul. Et puis, en télé, c'est rapide, 3 à 8 jours, avec un expressiste jusqu'à 3 jours, et 3 à 8 jours avec un transitaire, par exemple, avec une compagnie aérienne. Groupage maritime, donc 50% du volume global du commerce international. Le poids, je conseillerais plutôt à partir de 200 kg et plus. Et on peut faire des groupages jusqu'à 15-20 mètres cubes. On peut dépasser, surtout en ce moment, quand les prix de conteneurs complets flambent énormément.
ça peut être une solution intéressante pour le départ plus rapide. Donc taxation, ça veut dire le prix pour du groupage qui s'appelle LCL, donc Less Than Container Load en anglais. 1 tonne égale mètre cube et c'est facturé au plus haut. Donc si 450 kg et 3 mètres cubes, ben, vous serez facturé au mètre cube et c'est facturé à la tonne ou au mètre cube. Et puis le conteneur complet, je vous conseille plutôt envisager cette solution à partir de 15-20 mètres cubes et plus. Taxation à la boîte et puis c'est quelque chose de standard, très utilisé. Attention en revanche au préacheminement et à la livraison. Assurez-vous que à destination, votre client dispose des quais de déchargement, du personnel pour décharger, et que vous avez le personnel et les quais de chargement, le personnel, mais aussi le matériel pour remplir le conteneur, caler les marchandises, que ça soit vraiment solidement fixé, que ça ne bouge pas dans le conteneur. En délai, pareil comme pour le groupage maritime, c'est plutôt en semaine qu'on compte de 1 semaine, 10 jours, par exemple, en plus rapide entre la France et la côte est des États-Unis, et en semaine, voire plus d'un mois pour l'import Asie, par exemple. On peut passer au slide suivant. Il te reste à peu près 3-4 minutes pour finir, Dimitri? Oui. Attention, je passe au prochain. Oui, merci. Donc, transitaire, quelle offre existe en matière de transport sur le marché? Des transitaires, des compagnies aériennes et maritimes, intégrateurs et expressistes ou la Poste. Bon, la Poste, sachez que vous pouvez l'utiliser, mais il y a restrictions en termes de poids et dimensions, et bien sûr les délais, voilà, il ne faut pas être pressé. Mais c'est un transport plutôt fiable. Je voulais surtout parler de transitaire. Pourquoi? Parce que le choix est très large, parce que je représente aussi un transitaire, DB Schenker. Quels sont les avantages? Donc, on peut utiliser tous les Incoterms de toute la panel. On vous déconseille Export DDP, mais tous les Incoterms peuvent être utilisés. On vous propose des solutions sur mesure, donc on travaille avec presque toutes les compagnies aériennes et maritimes, donc on peut vous choisir telle ou telle solution, construire le plan de transport et combiner différentes solutions. Nous avons une implantation en propre dans les pays de départ ou de destination, donc ça facilite et ça rassure aussi les clients et le destinateur et l'expéditeur. Accès à l'espace avec les compagnies maritimes et aériennes, on dirait que nous avons des accords à long terme. Nos propres lignes de groupage, par exemple, en transitaire, on peut avoir ses propres lignes de groupage où il massifie les flux, donc les départs sont plus réguliers, les prix sont réduits. La qualité est connue parce que le personnel travaille en permanence sur cette aide-là, donc c'est un gage de qualité et le prix attractif. Et puis, expertise en douane, en fiscalité, risque financier, juridique, la prévention, et une assistance en cas de contrôle. Cas particulier, je vous propose plutôt d'aborder ça pendant les questions, si on les a, ou plus tard en échange en direct. Dans quel cas on peut utiliser en transitaire pour envoyer des petits colis, le plus souvent utilisé plutôt par les expressistes ou intégrateurs. Ici, je donne les points clés sur l'emballage et colisage. Je ne vais pas trop s'attarder là-dessus. Je vous laisse lire. Ayez les réflexes, contactez un emballeur professionnel. Donc, c'est le syndicat d'emballage industriel, c'est là. Contactez ce site. Vous verrez toute la liste des emballeurs près de chez vous. Je vous conseille vraiment les contacter. Donc, assurance. Donc, c'est quelque chose de très important, surtout si vous utilisez le transport express ou transport maritime, aérien aussi. En gros,
Ça dépend de la valeur et des risques que vous avez identifiés pour l'envoi de marchandises. Je vous laisse également consulter cette page. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez me solliciter en direct. Taux de départ, je parle surtout, donc demande de cotation, j'ai détaillé vraiment le minimum d'informations et le maximum de contenu pour vous faire une offre le plus de qualité et intégrer l'ensemble des informations qu'on peut avoir de la part de clients dans le cadre de demande, ou si vous ne pouvez pas nous fournir les informations qui étaient abordées en amont de cette présentation, comme je précisais pour les plus précédents d'entre nous, essayez de fournir au moins ces informations-là. C'est vraiment primordial, très important pour le transporteur, vous faire une offre de qualité et de prix aussi, parce que le prix va dépendre pour beaucoup pour ces points-là. L'expédition, le suivi et après, donc les points aussi, on ne s'arrête pas à une offre, une cotation. Et puis à la fin, à la prochaine slide, au prochain slide, la synthèse. Associez votre prestataire de transport à votre projet import-export le plus en amont possible. C'est vraiment votre allié, c'est votre prestataire. Maîtrisez les incoterms, demandez conseil. Soignez vos emballages et collages et faites appel à une assurance et un emballeur en professionnel. Donc ça va vous permettre vraiment de tenir les promesses pour vos clients ou assurer votre approvisionnement. Et puis faites le bon choix avec une cotation de qualité et des critères précis. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et puis s'il nous reste encore un petit peu de temps, des questions, ou sinon j'écouterai avec plaisir les témoignages des personnes par la suite. Merci. Merci Dimitri. Juste deux petites choses, deux questions, et puis effectivement, bon, malheureusement, on a pris un peu de retard avec notre petit souci technique tout à l'heure, donc la présentation va sûrement aller jusqu'à 12h15. Ton FOB aérien a beaucoup fait jaser dans les commentaires. Est-ce que tu peux revenir dessus un petit peu et peut-être aussi parler des incoterms spécifiques US, ou alors de la façon dont les US utilisent les incoterms. C'est un peu lié d'ailleurs ces questions, d'après ce que je comprends. Donc revenir sur FOB aérien au départ, oui, je comprends. Donc est-ce qu'il y a une question précise peut-être parce que sinon on peut parler longtemps là-dessus. Alors le fait tout simplement d'utiliser le FOB pour de l'aérien. On s'adapte clairement. FOB, c'est en tout cas dans la mouture précédente d'Incoterm, FOB aérien n'existe pas. Je vois une remarque ou une question. Il n'existe pas FOB aérien dans les Incoterm ICC 2020. En revanche, on s'adapte. C'est quoi le FOB? Il y a la mise à FOB, donc arriver la marchandise au terminal, déchargement, manutention au sol, chargement à bord de l'avion. Quand c'est FOB, entre guillemets, c'est chargé à bord de l'avion. Donc tout ce qui est jusqu'à chargement dans l'avion, ça va être à la charge de votre fournisseur si vous achetez en Chine, par exemple, un aérien. Et souvent, la difficulté avec FOB, c'est que vous avez choisi votre prestataire transport, mais c'est votre fournisseur qui est obligé de travailler avec et accepter les frais de votre prestataire sans avoir rien négocié ou discuté même. Ça tombe devant lui, voilà la facture, il doit la payer, il doit payer ses frais d'embarquement. Et souvent, il y a eu des blocages pour parfois pas grand-chose. Quelqu'un qui achète en France une marchandise pour une valeur de plusieurs dizaines, si ne pas dire centaines de milliers d'euros, et le fournisseur chinois, par exemple, bloque pour un équivalent de 250-300 euros, en disant que je ne paierai pas ses frais. Ce qui est normal, parce que pour lui, c'est important, la valeur est importante, parce qu'il n'a pas prévu ses coûts.
Et dans ce sens, FOB, ce n'est pas la meilleure option. Mais de l'autre côté, le fournisseur chinois, il va plutôt inclamer le FOB aéroport, par exemple, parce qu'il va pouvoir récupérer son TVA, par exemple, à la sortie de l'aéroport, et il va récupérer surtout les documents qui justifient ce refund, ce remboursement de TVA à la sortie de l'aéroport. Donc, encore une fois, je précise, l'Incoterm, ce sont des règles, mais c'est une zone grise, c'est une négociation, et il vaut mieux savoir sur quoi vous vous avancez, et est-ce que vous ne laissez pas trop de terrain à votre fournisseur ou à votre fournisseur ou à votre acheteur. Merci Dimitri. Et pour les US, j'ai pu voir dans le chat que les Américains utilisent les incoterms d'une façon plus light, plus fun. J'ai lu Tout à fait. le commentaire. Ne pas confondre, absolument. Je ne me suis pas attardé là-dessus parce que pas trop le temps, parce que le sujet est vaste. On pouvait faire 2 heures rien que sur les incoterms ou parler de 2-3 incoterms, les développer en détail, en large et en travers. Mais on n'a pas le temps et on peut l'aborder, cette question, avec le client en discussion directe et tel choix. Voilà. Mais en effet, ne pas confondre avec Incoterm US, rien à voir et méfiez-vous. D'où l'importance, toujours préciser, Incoterm, tel Incoterm, lieu de livraison, lieu de destination et préciser ICC 2020. C'est obligatoire. Pas d'ambiguïté là-dessus. Ça va être clair et précis avec votre interlocuteur étranger, y compris aux USA. Ça marche. Je sais que Bretagne Commerce International et puis d'autres institutions, le cercle des exportateurs également d'Ille-et-Vilaine, importateurs et exportateurs d'Ille-et-Vilaine, font des webinaires sur les incoterms spécifiquement. Donc nous tâcherons de forwarder, transférer toute invitation à ces webinaires. En tout cas, merci beaucoup Dimitri, merci pour ta présentation complète, merci à vous, riche. Merci à votre participation. Je n'ai pas suivi toutes les questions, je vais les découvrir par la suite. Mais n'hésite pas à y répondre si tu veux dans le chat. Et puis nous avons quelques questions aussi que nous avions reçues au préalable. On a essayé d'y répondre au maximum. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On enverra un petit mail de remerciement à tous les participants dans la semaine avec le lien replay de la visio. Je vais passer la parole à Olivier. Olivier, est-ce que tu es là? Oui. Super. Oui, je suis là. Super, nickel. Tu peux allumer ta caméra si tu veux. Je vais aussi proposer à Linda et à Sébastien d'allumer leur caméra également, qui seront nos 2 autres témoins. Donc, en fait, Olivier, de ton côté, donc tu nous a été recommandé par Dimitri. Tu as exporté de la bière bretonne sur Hong Kong. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que tu peux peut-être rebondir sur 2-3 aspects que Dimitri a mentionné, les incoterms que tu as pu utiliser, etc. Et puis ensuite, on va passer la parole donc à Linda et Sébastien qui pourront aussi rebondir sur la présentation de Dimitri. Olivier, je te laisse nous dire un petit retour d'expérience. Voilà. Et te présenter également, bien entendu. Donc, moi, c'est Olivier Ernst, brasserie Hermat Beer à Port-Louis. Donc, j'ai eu une exportation à faire. Voilà, c'est du contact. Un client à Hong Kong qui tient un restaurant et qui voulait, dans le cadre de sa crêperie, parce que c'est une crêperie, voulait proposer de la bière bretonne. J'ai une étiquette qui correspond exactement à cela, hein, Hermat Beer avec la bretonne et le breton. Donc, voilà comment ça s'est fait. Ensuite, donc, les démarches ont démarré peu avant la crise du Covid, donc du coup, tout a été retardé. Mais les premiers interlocuteurs donc, à qui j'ai eu affaire, donc c'est Dimitri hein, pour le transporteur, qui m'a quand même bien guidé dès le départ. Donc du coup, après, j'ai eu effectivement les douanes, puisqu'il fallait que je m'occupe de toutes les de mon agrément en termes d'exportation, donc numéro EORI, etc. Et là, je me suis tourné vers les douanes. J'ai eu de la chance aussi parce que je suis tombé sur une personne, Madame Alroux, qui m'a bien aidé pour
dans les démarches administratives. Je dirais qu'elle m'a quasi mâché le boulot. Ensuite, j'ai également contacté la CCI. Et je dirais que par rapport aux douanes et à Dimitri, ils ont clarifié un peu plus les choses dans ma tête. Parce qu'effectivement, ça paraît complexe. Et puis, en fait, ça n'est pas tant que ça. Je dirais que la plus grosse difficulté pour moi, c'était le fait que je suis tout seul dans mon entreprise, donc je gère tout. Si on a une personne qui s'occupe vraiment de ça, comment dire, elle peut se poser un peu plus là-dessus et ça devient un peu plus facile. Donc oui, le transport, au final, s'est déroulé assez facilement. Au final, je m'étais fait une montagne. Et puis voilà. Bon, après, il faut faire attention. Il faut bien, effectivement, avec son client ou avec son fournisseur, mettre les choses bien au clair dès le départ. Établir, on va dire, les règles, ce qu'on voit après dans les incoterms. Donc moi, c'était la livraison de, je veux dire, ça partait de chez moi pour être livré au port de Hong Kong. Et après, au port de Hong Kong, c'est mon client qui se débrouillait avec la marchandise. Donc ça avait été vu dès le départ. Ensuite, pour ma part, bon, je suis un petit, donc forcément, j'ai veillé à ce que avant d'exporter, la facture soit réglée, puisque à la CCI, ils m'avaient bien précisé qu'ils avaient eu un retour sur un brasseur qui avait expédié de la marchandise et il avait fait une facturation donc à échéance. Et du coup, ça avait été très compliqué. Il s'était fait avoir. Il avait expédié de la marchandise et puis il n'avait pas été payé. Donc, j'avais bien veillé à ce que la facture soit réglée avant et pour éviter effectivement tout problème. Au niveau donc des incoterms, de toute façon, je dirais que c'est Dimitri qui m'a conseillé. J'ai laissé plus ou moins me conseiller et j'ai fait ce qu'il m'a conseillé parce qu'il est de la partie et que moi je ne suis pas. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions. Merci, merci Olivier. Quel incoterm est-ce que vous avez utilisé avec Dimitri? Alors, je vais vous redire ça. C'est le CFR coût et fret. Dimitri, est-ce que tu es là? Oui. Oui. Est-ce que c'est un incoterm qui, j'imagine, est classique pour ce genre d'exportation? Oui. D'accord. CFR ou CPT. D'accord. Il y a une différence entre les deux en détail, mais CFR, il peut être l'incoterm de choix pour ce type de transport en maritime. D'accord. Et donc, comme tu l'as dit, Olivier, c'est vrai que se rapprocher des douanes, de la CCI, de son transporteur, donc autant d'interlocuteurs qui peuvent être intéressants pour faciliter justement vos exportations. Est-ce que tu as peut-être 2-3 conseils supplémentaires à donner à nos primo-exportateurs? Bon, je sais que toi, ça a été compliqué parce que c'était durant le Covid. Donc, ça a un peu, comment dire, retardé ton exportation. Après, bon, il faut bien faire gaffe effectivement à comment on prépare sa palette. Ouais, les conseils, c'est ça, c'est bien mettre les choses à plat avec son client pour qu'il n'y ait pas de, comment dire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est quelle marchandise, d'où ça part, où ça arrive, comment il fait après pour, si ça va bien pas directement chez lui, comment il fait après. Est-ce qu'il a quelqu'un pour réceptionner au niveau des douanes la marchandise chez lui? Voilà, il y a autant de choses à voir de son côté, quelles sont finalement les démarches qu'il a à faire de son côté. Ça, c'est aussi important. Parce que voilà, pour éviter justement tout blocage, il faut que tout soit clair avant le transport. D'accord. Merci, merci Olivier. Je vais passer la parole à Linda. Bonjour Linda, tu nous entends?
Bonjour. Donc toi de ton côté, donc on est là sur de l'importation. Donc tu peux peut-être rebondir sur la présentation de Dimitri et peut-être nous donner un retour d'expérience. Aussi, bon, c'est vrai qu'Olivier lui parlait d'exportation, mais peut-être que tu as des conseils à donner à nos primo-exportateurs et importateurs. Oui, bien sûr, oui. Et n'hésite pas à te présenter également. Je suis désolé, Oui. j'ai même pas, je t'ai même pas demandé de te présenter. Alors, moi, je suis Linda Mency. J'ai créé donc El Condor, qui est une société. Enfin, nous importons de l'huile d'olive biologique en provenance de Tunisie. La société a été créée en avril 2019, donc toute jeune. Alors, le produit, en fait, voilà, pour parler rapidement, en fait, du produit, c'est donc de l'huile d'olive haut de gamme que j'ai sélectionnée donc, pour ses propriétés hautement bénéfiques au niveau de la santé. C'est ce qu'on appelle un alicament, donc un aliment qui est très bon pour notre santé. Et j'ai voulu, voilà, faire la promotion et valoriser donc, les produits à très haute valeur ajoutée, donc en provenance de Tunisie. Alors, juste une parenthèse, pourquoi la Tunisie? Parce que donc, mes parents sont originaires de la Tunisie et depuis toute petite, j'y vais assez régulièrement. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais voilà, faire une opération d'import de Tunisie vers la France. Voilà. Donc, la marchandise donc, a été commandée fin de l'année 2019, donc décembre 2019. Elle est arrivée donc, en plein confinement au mois de mars 2020. Donc là, ça a été compliqué. La première difficulté qu'on a eue, ça a été au niveau des opérations bancaires. C'est-à-dire que c'est vrai que aussi le choix de la banque quand on travaille à l'international est hyper important. Ça, c'est vraiment une clé. Privilégier les banques qui sont spécialisées à l'international. Voilà, pour être clair, nous, on travaillait avec la Poste, qui ne sont pas du tout… Enfin, voilà, ça reste une bonne banque pour ce qu'ils proposent, mais à l'international, c'était compliqué, en fait, de travailler avec la banque postale. Quand il s'agit de virements vers les pays tiers, on a la banque nous demande le virement SWIFT, donc la trace, en fait, du virement. Ça a été compliqué à avoir, donc du coup, ça a retardé ensuite l'envoi de la marchandise. Donc ça, à 2 reprises, ça a été un gros problème, puisque la marchandise a été payée une première fois à la commande et ensuite à réception. Et on a eu vraiment ces deux problèmes sur la Tunisie. Enfin, ça reste un problème lié au niveau de la banque. Ensuite, alors le transport pour nous, ça a été en maritime. La marchandise est partie de Tunis, donc direction le port de Marseille. On travaillait avec le CIF en Incoterm, donc Cost Insurance and Freight. Alors, et un autre problème en plus s'est posé donc, à la suite, c'était au niveau des documents maritimes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le fournisseur en Tunisie, donc lui, avait son propre exportateur. Donc, on est passé par cet exportateur-là. Et au niveau du dédouanement, une fois que la marchandise est arrivée à Marseille, le document maritime, donc le bill of lading, n'était pas un bon document. On a reçu un document où c'était… le port de destination était en Arabie Saoudite, donc complètement erroné. Donc, ça a créé encore une difficulté. Et en plus, donc, pendant le confinement, donc, ouais, c'était 2 grosses galères, mais bon, après, ça s'est décanté. On a pu dédouaner la marchandise grâce justement au transitaire donc, à Marseille, qui lui m'avait conseillé en fait
directement de travailler avec des transporteurs en France. Et c'est eux qui gèrent en fait toute la marchandise, tout le processus de dédouanement de A à Z. Comme ça, vous êtes tranquille. En plus, comme c'est de la marchandise donc biologique, il y a une procédure aussi à effectuer, ce qu'on appelle le COI, et puis d'autres formalités. Donc voilà, la meilleure chose à faire quand on travaille sur des pays tiers comme ça, c'est d'avoir directement votre transitaire en France qui s'occupe de tout. Qui gère tout, et il n'y a pas de surprise comme on a pu avoir. Merci Linda. C'est vrai que bon, on s'est rencontrés la première fois parce que tu avais eu ces soucis Oui. bancaires. D'ailleurs, on a une question dans le chat, c'est est-ce que tu travailles toujours avec la Banque Postale ou est-ce que tu as une autre banque à l'international? Donc la réponse est oui pour toi, c'est ça? Là pour l'instant, mais là en fait, voilà, moi là ce qui se passe en fait, je suis en train de complètement modifier vraiment toute la structure de l'entreprise. Alors ce que je dois ajouter aussi, c'est que j'avais un associé, donc ça le fait plus aussi avec cet associé-là, donc on est en train de se détacher. Donc voilà, ça a été une expérience certes riche en, en événements, mais voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération avant même de monter le projet, quoi. Au niveau de la banque, au niveau de l'association, au niveau des partenaires que vous avez. Et c'est vrai que moi, quand j'étais dans ces difficultés, je me suis dirigée donc, à la Chambre de commerce et au WTC où j'ai rencontré donc, Nicolas, qui m'a fait rencontrer voilà, une personne, enfin un banquier, un expert à l'international qui travaille à la BPO, qui eux sont vraiment des experts et des pointures au niveau à l'international, qui avaient tout de suite compris en fait la difficulté et qui a pu m'aider, me soutenir pour trouver la solution. Donc ça, c'est des choses vraiment importantes à prendre en compte avant de se lancer dans ce genre d'opération. Oui. Merci Linda. Et effectivement, oui, la BPGO et qui est partenaire aussi du WTC. Merci d'ailleurs Alain pour ton commentaire dans le chat. Je vais passer la parole. Merci beaucoup Linda et pour ce petit retour. Je vais passer la parole à Sébastien. Donc Sébastien, je vais te laisser le soin de te présenter et puis de présenter ta structure. Et je sais que là pour le coup, tu es maintenant tu as déjà fait plusieurs importations, hein, c'est ça, de ton produit. Donc tu vas nous en dire plus. Et dommage qu'on ne puisse pas le goûter. Ton micro est coupé par contre, Sébastien. Voilà. Donc bonjour, donc moi je m'appelle Sébastien Juel, j'ai fondé Backpack Spirit il y a 2 ans. Donc l'idée c'est d'importer des spiritueux de micro-distillerie du Canada pour le moment aux cavistes en France. Et c'est un projet que je tiens depuis bientôt 3 ans maintenant dans ma tête et bientôt 2 ans sur le terrain dans le concret. Donc voilà, donc j'ai commencé à importer des gins et des whiskies, ça s'est bien passé, ça a commencé en 2019 sur une première importation en partage de conteneurs. Donc quand vous allez commencer forcément, on fait un peu de partage pour réduire les coûts, pour tester le marché. Second conteneur, je devais le commander en plein confinement, donc ça a été un peu compliqué, j'ai dû attendre, les banques ça a été un peu rock'n'roll également. Je travaille actuellement avec la caisse d'épargne. Il a fallu que je trouve une seconde banque grâce à Nicolas, qui est la BPGO également. Donc, j'ai 2 banques partenaires qui me suivent. Donc, j'ai pu faire mon premier gros conteneur, comme on peut voir des fois sur la route, comme un grand, on va dire, qui s'est vendu sur la fin d'année 2020 et un petit peu sur le début d'année 2021. Là, je suis en train de faire le 3e et 4e pour la rentrée de septembre. Moi, les conseils que je peux vous donner, clairement, c'est tout d'abord essayer de trouver une bonne banque, un bon partenaire dès le départ, hein, qui croit en vous et qui vous prête des sous. Voilà. Vos fournisseurs, chose très importante, c'est d'avoir une bonne relation avec eux. Donc, logiquement, vous êtes petit comme moi, donc vous travaillez avec des petits. Donc, sur les incoterms, sur la façon d'acheter le produit, il faut essayer de caler du FOB. Moi, c'est ce que je fais, hein. En gros, ils me livrent au port de Vancouver, ça part de Vancouver jusqu'au Havre. Après, vous allez voir, ça va dans tous les sens, hein. Moi, je passe des mauvaises nuits, hein, c'est toujours le cas, hein,
avant que la marchandise parte, ou il faut que tout le monde parte parce que dès qu'on a moi j'ai plusieurs fournisseurs, donc dès qu'on a plusieurs fournisseurs, c'est un peu plus tendu. Si vous n'avez qu'un seul fournisseur, c'est plus simple. Et moi, pour remplir un conteneur, il m'en faut plusieurs. Donc ça crée un peu plus de difficultés. Mais ce que je peux vous conseiller d'abord, même s'il y a des banques là, c'est acheter votre marchandise via wise.com. Moi, j'ai arrêté de faire via la caisse d'épargne et ça leur pose pas de problème, hein. Donc wise.com, c'est W-I-S-E. En fait, c'est du transfert de fonds international. Les coûts sont vraiment faibles. L'argent part en même pas 24 heures, c'est sur le compte du fournisseur à l'étranger et c'est super bien. Moi, ça m'a fait gagner du temps de fou en fait. Donc ça, je vous donne ça en conseil. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, hein, c'est de mettre, c'est d'être en bonne relation avec tous vos clients, vos fournisseurs, vos contacts et les douanes également, hein. Ça, c'est une grosse partie du job. On l'a vu au témoignage d'avant, hein. C'est de parler à la douane de votre ville, hein, ou de votre région, hein, d'essayer d'avoir un contact. Vous allez voir, vous allez l'avoir souvent au téléphone. Ils sont plutôt efficaces. Et rester sympathique, courtois au maximum, même si c'est tendu. C'est souvent tendu, mais ça finit toujours par bien se passer, hein. Donc voilà mes petits conseils. Merci Sébastien, merci Linda, merci Olivier. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser là en ce moment. Je vois que Dimitri a répondu à quelques petites questions. Alors qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, Dimitri qui répond à des questions. Alors j'ai un écho là par contre. Merci de fermer vos micros si c'est possible. Merci. Bon, eh bien, je ne vois pas d'autres questions. Magali, est-ce que tu as des questions, toi, que tu as pu relever dans le chat, auxquelles on n'a pas forcément répondu? Oui, j'avais Jean-Arthur qui a posé une question, notamment parce qu'on a parlé beaucoup des Incoterms, mais effectivement il y avait encore des parties un peu grises. Est-ce que, par contre, au niveau international, est-ce qu'il y a des documents contractuels qui peuvent justement bien ficeler la relation qu'on va avoir avec les uns et les autres? Pour ma part, donc oui, il y a les contrats. Les Incoterms ne remplacent pas le contrat et le contrat ne remplace pas les Incoterms. On peut définir beaucoup de choses dans le contrat et ne pas utiliser les Incoterms. Encore une fois, je déconseille fortement de le faire, de mettre les Incoterms, mais on peut le faire. Mais il vaut mieux avoir les deux, le contrat et les Incoterms. C'est complémentaire. L'un ne remplace pas l'autre. Merci Dimitri. Magali, tu as autre chose? J'ai une question autrement pour Sébastien, de la part d'un participant. Quel transitaire est-ce que tu utilises, Sébastien, pour le transport de tes boissons alcoolisées, justement? Alors, la première fois, j'ai travaillé avec Bolloré Logistics. J'ai eu des soucis, parce que vu que c'est de l'alcool, c'est un peu fragile, j'ai eu du vol et de la casse. Il y a eu un couac un peu. Il y a eu ça, c'est un bon retour d'expérience. Il y a eu un couac parce que je ne savais pas que quand on recevait la marchandise, on avait 3 jours pour déclarer un défaut. Et moi, je l'ai déclaré au bout du 5e jour. Et du coup, j'ai perdu un peu d'argent dans l'histoire. Et donc ça, c'est important. Donc, je suis passé avec Bolloré Logistics, Daxer ensuite, et là, je retourne avec Bolloré Logistics parce que il y a un bon feeling avec eux. Ils sont revenus vers moi avec une proposition commerciale, donc je donne une seconde chance. Donc voilà. Mais vous allez voir, faut faire jouer les cotations. Vous voyez les prix. C'est pas parce que c'est 200, 300, 500, voire 1000 euros plus cher, enfin moins cher, que vous allez faire une affaire. Ça, là, je peux vous dire que des fois, on dit qu'on va faire une affaire, mais on le fait pas. C'est au relationnel avec les transitaires indirectement, hein, comment ça se passe avec eux. Et moi, je le fais aussi. J'appelle directement au Canada. Directement les personnes. Parce que quand on fait du transport international, forcément, il y a du décalage horaire. Quand vous dormez, les autres travaillent.
Et quand il vous faut une information, des fois, décrocher le téléphone, ça va aussi vite. Donc, petit tip, ça c'est pareil. Si vous le faites, vous avez l'info tout de suite et des fois, vous dormez mieux grâce à ça. Donc voilà. Bon, merci, merci Sébastien et désolé pour ta casse. Ah, pas de J'espère que souci. c'était pas. Voilà. Du coup, tu m'avais dit que tu m'achèterais 100 cartons pour rembourser. Ah oui, Il me semble que tu m'avais dit ça. c'était l'effet du whisky ce soir-là, je pense. Bon, eh bien, en tout cas, j'ai d'autres questions. Léa, effectivement, Dimitri se propose de vous appeler pour répondre à vos questions que vous avez posées hier. Merci encore. Donc, il est 12h11 de notre côté, donc nous avons dépassé un petit peu. Je tiens à remercier chaleureusement nos intervenants. C'est vrai qu'on a fait du name dropping, c'est vrai qu'on a parlé de différents transitaires, différentes banques, mais justement, c'est le but du WTC, c'est d'échanger justement en ce format. Nous allons avoir très certainement un 3e épisode, alors qu'on va essayer de faire là plutôt en format table ronde à la rentrée en présentiel, justement pour plutôt les confirmés de l'export. Et là, pour le coup, on pourra donc échanger sur des bonnes pratiques, des bons retours d'expérience, etc. Encore un grand merci également à Bretagne Supply Chain, au Club Achat 35, à Isabelle Péan Météro de l'aéroport de Rennes qui a eu un petit souci technique et qui a pu finalement se connecter. Nous avons eu Caroline Gardette aussi de la Croix-Sofrel qui nous a épaulés dans cette série de webinaires. Merci Dimitri, merci Olivier, merci Sébastien et merci Linda. Je vous dis à très bientôt et on se tient au courant pour ce 3e épisode. Merci, bonne journée. Merci Olivier. Merci, bonne journée tout le monde. Merci Dimitri.